Ce qui m'inquiète aussi, c'est le fait que la technologie, la technique finit par être perçue comme un grand Satan. C'est-à-dire que on sent quand même dans le débat public que le technologue n'est pas cru. Il est toujours. Typiquement, on prenait Jean-Marc Jancovici, à chaque fois qu'il commence à parler, on lui dit ouais, mais c'est parce que vous êtes pro-nucléaire. Paf, Comme si notre appartenance déterminait nos discours et nos connaissances. Et avec une méfiance vis-à-vis de la science. Alors je ne dis pas qu'on est revenu à l'an 1000, mais il y a ou au procès de Galilée, mais on revient à une méfiance à l'égard de la technologie et de la science en disant tout technologue qui parle est en fait un suppôt de l'industrie. Voilà. Mais vous savez, il y a une petite enquête que j'avais faite il y a quelques années, et je pense que les résultats seraient les mêmes aujourd'hui. Moi, je me souviens que quand j'étais étudiant, le dicton « on n'arrête pas le progrès ». Qu'est-ce qu'il signifiait? Je l'ai vérifié auprès de camarades de promotion. On n'arrête pas le progrès, c'était un jugement moral. Ça voulait dire le progrès étant une bonne chose, il ne serait pas bien moralement de vouloir l'arrêter. Et donc on n'arrête pas le progrès, c'était une sorte de salut enthousiaste à adresser au futur tel qu'il se dessinait. Et moi j'ai demandé à mes étudiants, c'était il y a 10 ans, de se répartir en ateliers, et j'aurais demandé de discuter ensemble du sens qu'ils donnent à ce dicton. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils ont tous, après avoir discuté ensemble, donné la même interprétation du dicton. C'était plus du tout un jugement moral, comme dans ma génération, c'était un jugement pratique. C'était on n'arrête pas le progrès, ça veut dire on ne sait pas où est la pédale de frein. Et la technologie nous embarque dans une suite de l'histoire que personne ne maîtrise, même pas le politique. Et donc, on n'arrête pas le progrès, ça voulait dire il est impossible, pratiquement, d'interrompre le cours de la technologie qui est porté par elle-même et non plus par les désirs qu'on pourrait lui adresser. Oui, ça c'est vrai. Cette réaction vis-à-vis du progrès a beaucoup évolué et ça serait un bon sujet de débat. Je reviens à cette idée d'organiser des débats entre les jeunes. Alors on l'avait fait il y a 2 ans sur le climat, mais d'un côté il y avait des jeunes, de l'autre il y avait des sociétés d'ingénierie, donc c'était un petit peu clivant. L'idée d'organiser un événement pour que les jeunes débattent entre eux et qu'on montre que l'ingénierie... J'ai une donnée à vous transmettre là-dessus avec Gérald Bronner, sociologue qui travaille aussi à l'Académie des technologies. On a fait une enquête qui montre avec des logiciels comment les mots sont répétés et à quelle fréquence dans les discours publics. Et on a vu la disparition du mot progrès à partir de la deuxième, enfin le quatrième quart du XXe siècle, remplacé par le mot innovation, qui est un mot très ancien qu'on réactive. Mais ce qui est terrible, parce que l'innovation part dans toutes les directions, alors que le progrès associe l'idée... L'innovation, c'est positif. L'innovation, elle est darwinienne. Alors que le progrès, il est lamarckien. Le progrès, il est finalisé. L'innovation, on tente des trucs, on voit ce qui marche. On verra. C'est presque le schumpeterien. D'accord. Donc on n'a plus de philosophie de l'histoire qui permette d'insérer nos activités dans une configuration du futur qui soit crédible et attractive. Et du coup, on parle d'innovation, mot qui n'est d'ailleurs pas très bien défini. Soit on réduit l'innovation à l'invention, mais ça ne fait pas grand-chose, soit c'est dans les modes d'interaction entre les entreprises et les consommateurs, etc. Il y a toutes sortes d'innovations possibles. Le Vélib, par exemple, c'est une innovation, mais il n'y a pas d'invention derrière. On n'a pas inventé le vélo, ni la carte à puce. Peut-être un modèle économique, mais ce n'est pas une invention au sens technique du terme, le Vélib. Mais c'est une innovation de première importance. Donc voilà, il y a une ambiguïté à propos de la définition du mot innovation. Et moi, je pense que si on croit au progrès, et je pense que les ingénieurs doivent quand même y croire un peu, parce que c'est quand même ce qui fonde le son. Définir le progrès auquel ils croient. Mais si on y croit, plutôt que de liquider le mot au motif que la façon dont il a été pensé au XVIIIe siècle est devenue archaïque, parce que les philosophes du XVIIIe siècle étaient assez naïfs, en pensant qu'il y avait des formes d'embrayage automatique entre les différentes formes de progrès, scientifique, technologique, matériel, moral, politique, bon, c'est pas si net, mais plutôt que d'abandonner la notion de progrès, de la soumettre à elle-même, c'est-à-dire de la faire progresser, de la retravailler pour lui donner un nouveau contenu, une nouvelle expression et une nouvelle incarnation dans nos activités, notamment technologiques. Voilà un beau mot d'ordre pour la famille de l'ingénierie. Faire progresser l'idée de progrès. Voilà, redonner du lustre au progrès ou le repositiver, oui, mais sans l'opposer. Mais le retravailler. Mais il faut le retravailler. Parce que si vous lisez les textes de Condorcet ou de d'Alembert ou de Diderot,
bah, vous verrez dans leurs prédictions des naïvetés incroyables. Et en même temps, nous sommes allés beaucoup plus loin que ce qu'ils espéraient sur certains sujets. L'enseignement obligatoire, on apprend la théorie des matrices en classe de terminale. Bon, ça, ils ne pouvaient pas l'imaginer. Oui, mais puis personne, aucun des... Mais il y a des gens qui dorment dans la rue. Ah, voilà. Mais vos étudiants ne lisent plus Jules Verne, qui croyaient à vérifier l'excellence du progrès. Non, il y a une part sombre chez Jules Verne. Il y a une part sombre aussi, oui, mais enfin, pour quelques-uns, oui. Ouais. Mais alors, je voudrais revenir à la situation actuelle et peut-être voir s'il y a un lien avec la situation actuelle. Finalement, on est dans une crise un petit peu spéciale. Est-ce que vous pensez que c'est une occasion, finalement, pour les ingénieurs de revenir dans le débat, ou est-ce qu'on est, on est dans l'archétype de la crise où tout le monde parle pour ne rien dire et sans rien savoir, ce qui est quand même extraordinaire à ce moment-là. Comment vous voyez les ingénieurs dans ce débat? Moi, je pense que l'idée de République, qui nous est chère, elle a à voir avec l'argumentation. Voilà. La République ne peut exister que si, en son sein, on argumente. Et je pense que l'ingénieur, quand il s'agit de technologie, est celui qui est capable d'argumenter grâce à des arguments de type scientifique, technique, liés à son expérience, à sa pratique. Et en même temps, il a des valeurs comme tout le monde. Il est capable de tisser un discours qui entremêle la science et puis la politique d'une certaine façon. Et c'est sur ce terrain-là qu'à mon avis, on doit l'attendre. Il est présent, mais comme on l'a dit, peut-être pas suffisamment. Et il doit, parce que c'est la crise, en effet, c'est une crise presque systémique qui touche beaucoup de secteurs. Il doit apporter, non pas de la rationalité, parce que personne n'est rationnel à 100%, ça ne veut rien dire, mais ses compétences et sa sensibilité intellectuelle dans un débat qui réclame qu'on y mette un peu de compétences, en effet. Oui, alors évidemment, l'ingénieur ne va pas intervenir sur le sujet médical pur, de l'efficacité du vaccin ou de la propagation de la maladie, mais il peut intervenir sur la capacité à produire des vaccins, ça c'est un sujet, mais aussi sur les moyens de contourner la maladie, les moyens de protection, les moyens de désinfection, les moyens de téléconférence, enfin, tout ce qui permet de vivre malgré l'épidémie, et de façon plus générique, malgré les prochaines épidémies. Oui. Je pense que les scientifiques, et j'inclus évidemment les chercheurs fondamentaux, les techniciens, les ingénieurs, on a pendant longtemps eu une attitude critique vis-à-vis de ce qui se dit dans le public. De dire les gens disent n'importe quoi, on est sur son canapé et on rigole de ce qu'on entend, ou on s'exaspère de ce qu'on entend, mais on ne va pas interagir. Et je pense que cette posture-là, qui a été légitime et n'a pas eu trop de mauvaises conséquences pendant longtemps, aujourd'hui elle devient intenable. On ne peut pas simplement critiquer ce qui est dit sans intervenir dans le débat. Sans quoi on ne pourra pas se plaindre des effets que produiront les discours auxquels on n'aura pas participé. Donc au fond, il manque des ingénieurs comme vous pour porter la parole. Non, il manque que vous, tel que vous êtes, vous portiez une parole. Je n'ai pas de copier. Non, bien sûr, mais c'est inspirant, je crois. Non, je pense que oui. Moi, j'ai pris conscience de cette tendance-là il y a assez longtemps, grâce d'ailleurs aux discussions avec les étudiants, et puis grâce à l'observance que je pouvais faire du débat public. Mais la crise de la pandémie a montré à quel point, dans ces périodes un peu difficiles, la science et la technologie sont mises dans un récit, sont scénarisées d'une façon qui ne rend pas justice aux connaissances et aux compétences. On a demandé à certaines occasions à la science de se ranger sous la coupe de l'opinion. Alors vous le savez bien, les ingénieurs le savent bien, la science moderne, elle est née contre l'opinion, contre le sens commun. Les lois physiques, les premières lois physiques découvertes par Galilée sont même des lois qui contredisent l'observation. Le principe d'inertie qui vous dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement rectiligne uniforme, je me demande qui a déjà vu un tel mouvement. Personne. Donc l'énoncé du principe d'inertie contredit l'expérience que nous avons du mouvement des corps. Bon. Donc on est habitué à ça. Et quand on demande à la science de se ranger sous la coupe de l'opinion, alors on perd la science. Et c'est l'opinion qui gagne. Oui, mais pas facile de s'élever. Il ne s'agit pas de s'élever contre l'opinion, il s'agit de rentrer dans le mouvement de l'opinion pour orienter ou faire entendre notre voix. Absolument, avoir des opinions c'est très bien. Le bon sens c'est très utile. Très utile. Mais il y a des situations où il nous amène dans des erreurs, des erreurs de jugement. Il y a toutes sortes de biais cognitifs qui font que notre cerveau travaille d'une certaine façon et que la question de la vérité n'est pas forcément une question qui l'intéresse au premier chef. Alors, Étienne Klein, avant de conclure, je voudrais revenir sur un événement d'actualité. C'est finalement
l'antithèse de l'intervention de l'ingénieur, c'est la convention citoyenne. Parce que la convention citoyenne, il n'y a pas de quota d'ingénieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai un regard, disons, ambivalent, parce que c'est très bien de faire appel à des citoyens tirés au sort, à condition de distiller dans leur discussion de la compétence. Donc il y a une formation qui leur soit donnée par des experts, ce qui a été le cas. En même temps, il ne faut pas que ça aboutisse à une discrétisation de la part des experts, au motif que les experts seraient intéressés, seraient des lobbyistes et donc n'ont pas la parole. Moi, il y a une chose que je n'ai pas compris dans la méthodologie, c'est qu'en l'occurrence, on a tiré au sort 150 personnes, on les a formés grâce à des interventions d'experts, ensuite ils ont discuté ensemble, puis énoncé des propositions, très nombreuses. Mais pour que ces propositions aient davantage de légitimité et de représentativité, pourquoi n'a-t-on pas fait 2 conventions citoyennes en même temps? On prend 150 personnes, tirées au sort, on les forme sur certains sujets grâce à des experts, on en prend 150 autres qui ignorent l'existence de l'autre groupe, on les forme sur les mêmes questions avec d'autres experts pour diminuer le biais lié au choix des experts, et on compare ensuite les propositions énoncées par le premier groupe aux propositions énoncées par le second groupe. Si le taux de recouvrement de ces 2 listes de propositions est très faible, ça veut dire que c'est des propositions arbitraires qui sont liées au choix qui a été fait de tel ou tel groupe. Si au contraire elles se recoupent massivement, ça veut dire qu'elles correspondent à une vraie demande, appelons-la citoyenne. Et à ce moment-là, elle a beaucoup plus de poids. Donc je n'ai pas compris pourquoi il y a eu ce que j'appellerais une erreur méthodologique dans la façon de la mettre en scène. Oui, où il aurait fallu couper les 150 en 2, mais c'est vrai que statistiquement ça peut marcher. La difficulté, c'est effectivement ensuite de les exposer au même niveau d'expertise, et on les a de toute façon exposés médiatiquement. Donc à partir de là, c'était un peu fichu peut-être. On peut se demander si les ingénieurs ne devraient pas eux-mêmes créer la convention des ingénieurs pour sortir leurs propres propositions. Mais c'est vrai que ce tirage aléatoire est un peu contradictoire avec d'un côté, oui, on est en République, tout citoyen est égal, donc toute parole est bonne à entendre, mais d'un autre côté, les ingénieurs sont ceux qui connaissent la technologie et qui en connaissent les limites. Alors, soit on les a fait intervenir en tant qu'experts, soit on les écoute à part, mais c'est vrai qu'on ne les a pas entendus. Non, par exemple, une convention des ingénieurs sur la question de l'énergie ou de la transition énergétique. Dans votre structure, vous tirez au sort 150 ingénieurs. Vous les faites discuter avec peut-être des interventions extérieures de spécialistes, et puis ils émettent des propositions sur la façon, pour la France par exemple, ou l'Europe, d'accompagner cette transition écologique. On verra des discussions très intéressantes, parce qu'il y a des ingénieurs qui sont pour une extension de l'éolien, par exemple, d'autres qui sont contre. Pareil à propos du nucléaire, pareil à propos de l'hydrogène, etc. Et le fait qu'ils discutent ensemble pourrait aboutir à des propositions qui seront très pondérées, très argumentées, et le résultat d'un véritable débat. Parce que pour qu'un débat fonctionne, il faut que, à la fin, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec les avis, même ceux qui ne sont pas d'accord avec les avis énoncés à la fin du débat, les trouvent légitimes au motif qu'ils ont été obtenus, ces avis, grâce à une méthodologie qui a été définie à l'avance et qui a été respectée dans la tenue du débat. Eh bien, Étienne Klein, ça fait encore un sujet de plus, un projet à lancer pour Syntec Ingénierie cette année. Je crois qu'il me reste à vraiment sincèrement vous remercier. J'ai eu beaucoup de plaisir à débattre avec vous et on pourrait continuer pendant des heures. Et malheureusement, nous ne pourrons pas avoir maintenant la question de la salle des membres de la communauté de l'ingénierie française. J'espère que ce sera pour une autre fois. En tout cas, merci beaucoup de cette contribution. Vous nous avez un peu plus provoqué, vous nous avez excité intellectuellement, je dirais. Peut-être qu'on viendra en redébattre avec vous quand on aura travaillé ces sujets au sein de Syntec Ingénierie. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Et en tout cas, je souhaite une excellente année 2021 à tous les ingénieurs de France. Merci. Et de Navarre. Très beau mot de la fin. Merci. Bonne année effectivement à toute la communauté, à toute la famille de l'ingénierie française. Merci. Merci à vous.